Alors, les théories de la croissance économique, eh bien, voyons le sommaire tout de suite. Et on va les reprendre dans l'ordre chronologique de leur apparition. On va voir ce qu'ont dit les auteurs classiques, et notamment l'idée bien présente chez eux d'un état stationnaire, c'est-à-dire d'un arrêt assez rapide du processus de croissance. Ensuite, nous verrons ce que pense Karl Marx de la croissance économique dans les systèmes capitalistes. Nous verrons le modèle de croissance néoclassique, donc le modèle de croissance dans l'économie libérale. Ce que Keynes ensuite nous a précisé dans son modèle keynésien sur l'avenir de la croissance économique. Et puis nous verrons un certain nombre de théories qui ne sont pas classables dans les écoles de pensée que je viens de mentionner. Donc c'est ce qu'on appelle des auteurs hétérodoxes. Ils ne font pas partie de l'orthodoxie de la pensée économique. Et un certain nombre de ces auteurs hétérodoxes sont de plus nos contemporains, ou en tous les cas des économistes qui ont écrit au XXe siècle. Donc nous verrons ces nouvelles approches. Enfin, et si on parle de la croissance, eh bien, il faut parler des accidents de croissance, ou du contraire de la croissance, c'est-à-dire des crises économiques, et nous ferons un rapide tour d'horizon de la théorie des crises économiques. Alors, commençons, si vous le voulez bien, tout de suite par les classiques et l'état stationnaire. Encore une fois, l'état stationnaire désignant une croissance économique nulle, donc l'absence de croissance. Alors, on va parler de trois auteurs qui me paraissent essentiels par rapport à cette théorie de la croissance. C'est évidemment Adam Smith, le père de l'économie politique. C'est David Ricardo aussi. Et c'est enfin un auteur très particulier qui s'appelle Robert Malthus, qui a une théorie relativement impressionnante sur la croissance économique. Alors, Smith, lui, l'origine de la croissance, il la met dans la division du travail. C'est la division du travail qui va permettre la croissance économique. Alors, cette croissance économique, elle est liée à la spécialisation des entreprises et à la spécialisation du travail. Alors, qu'est-ce que ça provoque, cette spécialisation du travail ? Cela provoque effectivement trois effets positifs pour la croissance économique. D'une part, l'amélioration de ce que Smith appelle la dextérité ouvrière, c'est-à-dire que quand on répète une tâche relativement simple, et la tâche est simple puisque le travail est divisé, eh bien, on devient plus habile. Et si on devient plus habile, on l'effectue avec beaucoup plus d'efficacité. C'est la dextérité. Ensuite, il dit, puisque les ouvriers vont être spécialisés dans une tâche, ils ne vont pas avoir à changer d'outil. Et donc, il va y avoir une disparition des temps morts entre deux opérations de la production. Donc, on va gagner en temps. Et enfin, nous dit-il, eh bien, on va pouvoir, sur des tâches simples, eh bien, aider le travail humain avec des machines. Donc, la division du travail, la spécialisation du travail va pouvoir s'accompagner de la mécanisation du travail qui va le faire progresser. Bref, en langage moderne, finalement, que nous dit Adam Smith ? Il nous dit qu'en divisant le travail, en spécialisant le travail, eh bien, on accroît les gains de productivité. Et ce sont ces gains de productivité qui vont permettre l'opulence des nations, c'est-à-dire la croissance économique. Alors, pour démontrer cela, dans son ouvrage principal, Adam Smith va nous parler de la manufacture d'épingles, qui n'est pas d'ailleurs un exemple qu'il a vécu ou auquel il a pu assister, puisque cet exemple de la manufacture d'épingles eh bien, est tiré de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc il a pillé cette encyclopédie pour effectivement illustrer son propos qui voulait dire que la division du travail était à l'origine de la croissance économique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important que cette théorie et la richesse des nations commencent par un chapitre sur la division du travail pour bien montrer qu'effectivement c'est la condition première de la croissance économique. Alors, la croissance économique peut être durable, en fait, sous certaines conditions. Alors, d'une part, qu'on puisse continuer la division du travail, qu'on puisse l'approfondir, et arrive un moment où ce ne sera plus possible, où effectivement le geste du travail
spécialisé sera ultime et on ne pourra pas aller plus loin, hein, mais ce sera donc la fin du processus de croissance pour Adam Smith. C'est aussi lié à l'existence du capital, puisque c'est ce capital qui va être investi dans des manufactures qui vont permettre de produire à grande échelle, d'embaucher beaucoup de salariés, voire de mécaniser la production. Donc le capital est nécessaire. Et enfin, la troisième condition, eh bien, il va falloir qu'il y ait une extension des marchés, puisque rien ne sert de produire plus de marchandises plus efficacement si on ne peut pas les vendre. Et donc cette idée d'un marché de grande taille sur lequel on peut vendre un grand volume de marchandises, eh bien, est évidemment quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que lorsqu'on avait étudié la révolution industrielle, eh bien, on avait dit que le réseau de transport ferroviaire avait été quelque chose d'extrêmement important dans le processus de la révolution industrielle parce que ça avait contribué à unifier les marchés et à constituer des marchés de grande taille sur lesquels on allait pouvoir vendre des marchandises standardisées produites en grand nombre. Donc voilà les conditions essentielles qu'Adam Smith nous donne pour expliquer comment se génère la croissance économique. Et puis il rajoute une quatrième condition qui est qu'évidemment cette amélioration de l'efficacité, cette amélioration de la productivité, eh bien, elle ne soit pas totalement mangée par la progression des salaires. Autrement dit, si l'entrepreneur est obligé de payer, d'augmenter la paie de ses salariés à un rythme supérieur à leur gain de productivité, ben, il s'appauvrit. Et donc, s'il s'appauvrit, il n'investit plus. S'il n'investit plus, il ne produit plus davantage. Et donc, arrêt du processus de la croissance. Hein, donc, ça s'accompagne quand même d'une règle de la répartition des revenus entre les salariés et l'entrepreneur pour que le mécanisme de la croissance se perpétue. Alors, autre est la vision de David Ricardo. Bien que l'origine de la croissance, lui, il n'insiste pas sur la division du travail, mais il insiste sur le réinvestissement du surplus. Alors, c'est quoi le surplus ? Ben, c'est le profit qui va être gagné par l'entrepreneur lors de la fabrication et de la vente de ces marchandises. Donc, c'est le réinvestissement du profit. C'est l'accumulation du capital d'Adam Smith dont on vient de parler. Hein. Donc, nos deux auteurs classiques, sur ce point-là, sont parfaitement en accord. Hein. Une des sources essentielles de la croissance, c'est quand même l'investissement et l'augmentation du capital. Par contre, Ricardo va insister ensuite derrière sur les intérêts divergents entre les trois classes de la société et que ce sont ces conflits d'intérêts entre les trois classes de la société qui vont limiter très rapidement la croissance. Alors, ces trois classes de la société, c'est quoi ? Ce sont d'une part les propriétaires terriens qui vont produire la subsistance pour tout le monde. Ce sont d'autre part les entrepreneurs qui vont mettre en œuvre le capital pour produire des biens industriels. Et ce sont d'autre part les travailleurs, ce que Marx appellera les prolétaires, ce qu'on appelle nous les salariés, qui vont produire dans le cadre de l'entreprise capitaliste. Chacune de ces classes, chez Ricardo, a droit à un revenu particulier. Le propriétaire foncier touche la rente, le capitaliste ou l'entrepreneur touche le profit, et l'ouvrier, lui, touche le salaire. Ricardo a une théorie particulière du salaire. Il dit, voilà, le salaire, il se fixe au niveau de la valeur de la reproduction de la force de travail. Enfin, c'est de la terminologie marxiste, là, mais c'est l'idée quand même qui est développée déjà chez Ricardo, bien sûr, bien avant Marx. L'idée, c'est quoi ? C'est que le salaire, eh ben, il est à peu près au niveau du prix des biens de subsistance, c'est-à-dire on va permettre à l'ouvrier de se nourrir et de nourrir sa famille avec le salaire. Donc c'est une théorie du salaire minimum. Alors l'idée, c'est qu'avec la croissance économique, la population va augmenter. C'est un des effets de la croissance économique, d'ailleurs, qui va être totalement partagé par notre troisième auteur, qui est Robert Malthus. Donc la population augmente. Or, si la population augmente, il va falloir plus de subsistance pour la nourrir. Donc il va falloir mettre en culture de nouvelles terres. Les propriétaires fonciers ont mis en culture les terres les plus fertiles. Normal. Autrement, ils seraient bien idiots, nos propriétaires fonciers. Donc si
il faut qu'ils produisent plus, ils vont commencer à mettre en culture des terres moins fertiles. Or, sur ces terres moins fertiles, la production est plus difficile. Le rendement à l'hectare, si vous voulez, est plus faible. Donc le prix des denrées agricoles va augmenter, nécessairement, puisque le prix des denrées agricoles va être déterminé par le coût de production sur la terre la moins fertile. Si le prix des denrées agricoles augmente, alors le salaire va augmenter, puisque le salaire est fonction du prix des biens pour que l'ouvrier puisse subvenir à ses besoins primaires. Si les salaires augmentent, les profits diminuent, et si les profits diminuent, l'incitation de l'entrepreneur à investir son capital, son surplus à nouveau, eh bien, va être freinée puisqu'il ne gagne plus assez d'argent. Et donc, arrêt du processus de la croissance économique. Donc voilà comment Ricardo explique qu'assez rapidement, eh bien, on va avoir finalement une stabilisation de la croissance et donc on va arriver à une croissance stationnaire. C'est donc les rendements décroissants des terres qui veulent dire, ça veut dire quoi le rendement décroissant des terres? Que plus on en cultive et moins l'hectare de terre supplémentaire produit une grande quantité de biens agricoles. Et donc c'est le rendement décroissant des terres qui va limiter la croissance économique. Alors on pourrait faire une critique évidemment à Ricardo, puisque nous on passe quasiment 200 ans derrière lui, et on peut lui faire une critique, c'est que Ricardo a négligé le progrès technique, et notamment la mécanisation, les engrais, les techniques d'irrigation, les techniques de culture qui vont faire que on va savoir faire progresser le rendement à l'hectare, même sur des terres moins fertiles. Donc voilà pour notre deuxième auteur classique qui, on le voit, est guère optimiste sur l'issue du processus de croissance et sur sa durée surtout. Alors Robert Malthus, lui, met en rapport la croissance économique et la croissance démographique. Alors il est d'accord avec nos deux autres auteurs classiques. Le capital est quand même une donnée centrale pour expliquer la croissance économique, et c'est le réinvestissement du surplus, comme chez Ricardo, qui est la source de la croissance. Qu'est-ce qui se passe quand il y a croissance économique? Eh bien, d'abord, Malthus nous dit, la croissance économique, elle se fait au rythme d'une progression arithmétique, c'est-à-dire qu'on va additionner des quantités d'année en année. Si la première année c'est 20, si vous avez 20 de production la première année, la deuxième année vous allez avoir une croissance de 10%, donc vous allez avoir 22, et puis encore 2 de plus l'année d'après, 24, 26, donc ça s'additionne à chaque fois. Et il dit, un des effets de la croissance économique sur les populations, ça va être l'amélioration du niveau de vie des populations, et les populations, quand leur niveau de vie s'améliore, quand leur revenu par tête s'améliore, eh bien, ont tendance à croître. Autrement dit, une des conséquences de la croissance économique, c'est la croissance démographique. Et il dit, malheureusement, la population, elle ne va pas croître à un rythme arithmétique comme la production. On ne va pas additionner, mais elle va se multiplier. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Eh bien, il n'y aura plus suffisamment de richesse économique, ou si vous voulez, la richesse économique par tête va baisser, puisque la population va croître plus vite que la production réalisée. Et donc, la société va tomber dans un état de grande pauvreté. Et là, il a des solutions qui sont vraiment, aujourd'hui, nous, on juge terribles. C'est de dire, d'abord, surtout n'aidez pas les pauvres, en quelque sorte, laissez-les mourir, parce que si vous les aidiez, vous ne feriez qu'empirer le problème. Donc il faut qu'il y ait une régulation de la population par rapport à la richesse créée. Donc ça, c'est sa première solution. Et sa deuxième solution, c'est encourager un retour à la morale pour qu'effectivement, il y ait une maîtrise de la démographie et une maîtrise de la natalité et des naissances. Donc, des prescriptions quand même qui sont assez étonnantes pour un économiste, y compris de cette époque-là. Quoi qu'il en soit, on le voit chez Malthus, la croissance économique n'est pas un processus qui est de nature à se prolonger très longtemps, puisqu'il va se heurter très rapidement au suraccroissement démographique.